On rajoute une ligne de basse à ma chanson thème ce matin. Fait que la chanson thème, c'est Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. Et là, on pourrait se faire une belle ligne de basse là-dessus qui ferait... Pas même. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. Je l'entends tellement chanter par la chorale, tout le monde dans le chant. Là. S'il y a des gens de la chorale, tout le monde dans le chant, qui m'écoutent, je vous le dis tout de suite, préparez-vous. Je vais vous arriver bientôt, puis on va l'enregistrer, tout le monde ensemble. OK. Donc, je me trouvais plate sur le dernier épisode de podcast. Je me réécoute là, d'un fois le soir quand j'ai mal au dos, je suis bien fatigué, puis... je me couche dans mon lit, puis j'écoute le podcast que j'ai enregistré. Puis en m'écoutant, je me trouvais plate. Là, vous allez me dire, c'est pas si pire que ça. Ben voyons donc, t'es super charismatique. Mais non, je sais que c'est pas si pire, mais en fait, je sais pourquoi j'étais plate. C'est que il y avait des rénovations dans la pièce d'à côté. Puis, quoique je savais intellectuellement que la personne de l'autre bord, elle m'écoutait pas, puis elle m'entendait même pas vraiment, il y a quelque chose dans ma neuroception, on revient à la théorie polyvagale, que le fait d'avoir quelqu'un dans la pièce d'à côté qui pourrait théoriquement m'entendre, ou en tout cas, puis que ça fait des petits bruits, tout ça, j'étais moins dans le moment présent, puis j'étais comme un peu figé. J'écoutais ma voix, puis on dirait que j'avais l'air endormi ou déprimé, mais en réalité, non. C'est juste que j'étais dans la peur un peu de pas avoir ma bulle pour enregistrer le podcast, d'être écouté. Fait que, intéressant. Ça me donne une leçon que je vais vraiment essayer d'avoir tout le temps ma bulle quand j'enregistre le podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est dans une autre direction complètement, qui est activisme et guérison. C'est pas des mots qui habituellement vont ensemble, là, parce que moi, pour avoir été un petit peu avec le mouvement Extinction Rébellion un peu avant la pandémie, j'ai l'impression que les gens qui sont dans le militantisme et l'activisme en général, c'est dur pour leur santé. Parce que c'est tellement une charge émotionnelle, puis physique, forte de s'opposer, puis d'élever sa voix contre des gros systèmes qui ont des milliards de dollars en lobbyisme, puis c'est épuisant, tu sais, d'être une gang de personnes qui se rassemblent dans un appartement de Saint-Jean-Baptiste pour penser à des actions de désobéissance civile non violente. Il y a quelque chose là-dedans qui fait du bien au niveau de la connexion, certainement, au niveau du lien, puis l'aspect
se sentir un peu supporté par nos pairs, puis faire « OK, je suis pas le seul qui trouve que ça n'a pas de bon sens, certaines facettes du système, tu sais, fait que se sentir entendu puis connecté, ça fait du bien. » Mais c'est épuisant de s'opposer à un système qui est profondément ancré dans notre culture. Et donc, activisme et guérison, vite de même, c'est pas quelque chose des mots qui résonnaient ensemble dans ma tête. Puis là, je suis arrivé au dernier chapitre du livre Le mythe de la normalité, The Myth of Normal, de Gabor Maté. Puis, dans son dernier chapitre, il parle un petit peu plus d'activisme et de guérison. Fait que j'avais envie de vous parler de ça. Puis, ça va vous donner une perspective du sens de ce podcast-là pour moi aussi. Pourquoi je fais ce podcast-là? Parce que c'est pour essayer d'améliorer ma guérison. Et je vois ça comme une forme d'activisme. Je vois ça comme une forme de ce qu'ils appellent en anglais advocacy. Fait que on regarde ça. Donc, ce dont je vous parle, ça vient de 2 livres de Gabor Maté, surtout le livre The Myth of Normal, mais aussi le livre When the Body Says No. Donc, l'argumentaire de Gabor Maté, c'est de passer un peu de la souffrance individuelle à l'action collective par le biais de l'activisme et comme quoi ça peut être un puissant vecteur de guérison. L'activisme comme voie de guérison, en fait, pour Gabor Maté, c'est que la maladie, c'est pas un événement isolé. Dans mon cas, ma douleur chronique, c'est peut-être pas une maladie, mais en tout cas, c'est un trouble neurologique. C'est pas un événement isolé, mais c'est la manifestation finale d'une vie passée à supprimer ses besoins, son authenticité, réprimer sa colère pour s'adapter à un environnement qui est pas adapté, dans le fond, à ce dont les êtres humains ont besoin. Puis moi, je m'identifie énormément à ça. Tu sais, je vous ai déjà parlé que ma douleur chronique s'est développée dans le contexte de mes études en musique. J'ai rien à reprocher à ce cadre-là. Ben, c'est pas vrai. J'aurais sûrement des choses à reprocher, mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est la manière dont moi, je me suis adapté au cadre. C'est ça le problème. C'est que dans le cadre de mes études en musique, je n'ai pas été capable d'être dans l'authenticité par rapport à ma situation de santé. Je n'ai pas été capable de trouver des moyens sains d'exprimer ma colère, de l'extérioriser plutôt que de la garder en moi. Je n'ai pas été capable de rester connecté à mes besoins. Et c'est dans ce terreau fertile-là, au développement de problèmes de santé chronique, que ma douleur est née, est apparue. Et donc, Gabor dit que si la répression rend malade, l'expression, et particulièrement l'action militante, devient un antidote physiologique et psychologique. L'activisme, dans la vision de Gabor Maté, c'est pas juste un outil de changement social, c'est aussi une restructuration profonde de la biologie interne de l'individu. Ça permet de transformer l'impuissance en agentivité, en capacité d'agir, transformer l'isolement en connexion. Tu sais, la douleur chronique, le trauma, les maladies de santé chronique, souvent, vont avoir comme terreau fertile une situation de vie où l'individu sent qu'il n'a plus la force d'agir, sent qu'il subit uniquement, qu'il n'a pas un état, qui n'est pas dans un état où il peut se manifester dans le monde par sa puissance, dans un état d'impuissance. Moi, sur le banc du conservatoire, pour la 300e journée de suite, avec ma super grosse douleur chronique, et sentant que je ne suis pas capable de réconcilier les besoins en moi, d'appartenance au groupe, et comme de bien faire ma job, comme un besoin de maîtrise, avec mes besoins de prendre soin de moi, comme une sorte d'impuissance à réconcilier les deux, ben c'est vraiment quelque chose qui me déconnecte
des autres, puis même de moi-même, parce que j'ai plus envie de sentir cette douleur-là immense. Et donc, l'activisme peut aider à retrouver sa puissance et se reconnecter aux autres. Maté démontre que le système immunitaire est affaibli par un sentiment d'impuissance, puis un sentiment de perte de contrôle. Dans Quand le corps dit non, When the Body Says No, il explique que la guérison nécessite le développement de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à définir ses propres limites, agir selon ses propres valeurs, plutôt que subir passivement les attentes d'autrui. Si on revient au conservatoire, c'est exactement ça. Le problème, c'est pas le conservatoire, c'est que moi, j'ai subi passivement les attentes du conservatoire envers moi. Et si j'avais été capable d'exprimer ma colère avec responsabilisation, si j'avais été capable d'exprimer mes limites, le conservatoire aurait fait « Ben oui, c'est bien correct, prends soin de toi. » Mais je n'ai pas été capable. J'ai subi passivement. Le militantisme, c'est l'expression ultime d'une autonomie retrouvée. C'est l'acte ultime de dire non à ce qui n'est pas acceptable pour nous autres. Puis non seulement dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, ce qui est encore plus puissant, je pense, pour le système nerveux humain, parce que là, tu as des témoins. Je vous donne une citation du livre Quand le corps dit non, chapitre 18. Ouvrez les guillemets. Non seulement la maladie a une histoire, mais elle raconte aussi une histoire. Fait que la maladie, elle, a sa propre histoire, mais elle raconte une histoire. Elle est la culmination de l'histoire de vie, d'une vie de lutte pour le soi. Donc le self. D'un simple point de vue biologique, il peut sembler que la survie de l'organisme humain soit le but ultime de la nature. Cependant, il semblerait que l'expérience d'une psyché autonome et autorégulatrice soit le but plus noble de la nature. C'est pas juste la survie, là. C'est d'avoir une psyché qui s'assume. L'esprit et le moral peuvent survivre à de grandes blessures physiques. Mais nous observons à répétition que le corps commence à décliner lorsque l'intégrité psychique et la liberté sont compromises. C'est vraiment cette phrase-là pour moi qui est importante dans la citation, là. Je vous la relis tranquillement. L'esprit et le moral peuvent survivre à de grandes blessures physiques. Mais nous observons à répétition que le corps commence à décliner lorsque l'intégrité psychique et la liberté sont compromises. Donc, le fait de se faire mal, on peut quand même être capable de garder un bon moral. C'est possible pour l'être humain de réussir à toucher le sens de sa place sur Terre, garder de la motivation, garder de la drive, même avec des blessures physiques. Mais quand on commence à avoir une perte d'intégrité psychique, de ne plus être en cohérence avec ses valeurs, de ne pas vivre dans l'authenticité, eh bien là, nous observons à répétition que le corps commence à décliner. Et donc, le militantisme, l'advocacy, aide à se réaligner un peu les chakras de l'authenticité. Donc, la canalisation de la colère saine, une des thèses centrales de Gabor Maté, c'est que la suppression de la colère retourne le système immunitaire contre le corps. Donc, à l'inverse, l'activisme permet de mobiliser cette colère, pas de la suppresser, mais d'en prendre l'énergie puis faire quelque chose avec, plutôt que cette énergie-là se retourne contre nous-mêmes. Au lieu d'être une rage destructrice puis une rancœur silencieuse, la colère militante devient une énergie de défense vitale, nécessaire pour protéger la vie, rétablir l'équilibre. Ce que Marshall Rosenberg appelle l'usage protecteur de la force. Il est possible d'utiliser l'énergie de la colère puis la force d'une manière non pas violente, mais protectrice,
qui se manifeste dans le monde avec vigueur. Puis moi, c'est ça que ça me prend. J'ai l'intuition profonde que ça me prend ça dans le monde pour aider mon corps à se shifter dans un état qui favorise la guérison, me manifester avec vigueur. Je vous lis un autre passage de Quand le corps dit non, chapitre 18. Ouvrez les guillemets. La colère ne se manifeste pas nécessairement par le passage à l'acte. Il s'agit d'abord et avant tout de l'expérience d'un processus physiologique. De plus, la colère a une valeur cognitive, c'est-à-dire qu'elle fournit de l'information essentielle. Comme la colère n'existe pas dans le vide, on peut conclure qu'elle survient en réaction à la perception qu'a le sujet d'une perte, d'une menace à sa relation ou d'une invasion réelle ou appréhendée de ses frontières. Qu'on décide de la manifester en parole ou en acte, le secret consiste à ne pas refouler l'expérience de la colère, ni à se laisser aller à des débordements de rage incontrôlés. Fermez les guillemets. Bon, dans mon cas, évidemment, pas de danger par rapport au débordement de rage incontrôlée. Ça, c'est un défi pour d'autres. Pour moi, je suis tellement dissocié avec ma colère que pas de danger d'un débordement de rage incontrôlée. Par contre, l'autre côté de la médaille, qui est aussi délétère qu'un débordement de rage incontrôlée, mais beaucoup plus accepté par notre société, ce qui fait que moi, j'ai été de ce côté-là, c'est la refouler. Donc, refouler l'expérience de la colère, ne pas la laisser poindre d'aucune manière, ne pas lui permettre des canaux sains d'expression, c'est, selon Gabor Maté, dans son livre Quand le corps dit non, le coût caché du stress, The Hidden Cost of Stress, dit que c'est délétère pour le corps humain, puis que ça favorise l'apparition de problèmes de santé chroniques. Donc, là, on en vient au dernier chapitre, je pense que c'est le dernier, le 33, du mythe de la normalité. Gabor parle des différents principes de guérison, puis en fait, lui avait élaboré, Gabor, une genre de structure de guérison basée sur 4 mots en A, les 4 A. Authenticité, acceptation, anger, colère. En français, c'est colère, mais en anglais, anger. Puis agence, agentivité, le fait de sentir qu'on a un impact sur notre vie, qu'on se réapproprie notre puissance, qu'on rapatrie notre pouvoir, notre responsabilité. Et dans ce dernier chapitre, il ajoute 2 nouveaux éléments pour la santé dans un monde toxique, entre guillemets. Ces 2 éléments, c'est activisme, encore en A, et advocacy. En français, je vais traduire advocacy par plaidoyer. Là. C'est défendre, aller à la défense, faire rayonner quelque chose. Et Gabor, en fait, dit que la guérison ne peut pas être purement individuelle. Dans une culture qui isole puis atomise les êtres humains, la guérison doit passer par se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Là, je vais aller lire un extrait spécifique de ce chapitre-là, chapitre 33. Ouvrez les guillemets. Inspiré par des figures comme Greta Thunberg et d'innombrables autres dont nous ne connaîtrons peut-être jamais les noms, nous pouvons revisiter notre liste des 4 A et en ajouter 2 autres qui sont requis pour la poursuite d'un large changement transformationnel, l'activisme et l'advocacy. Une partie du plaidoyer, le fait que plaidoyer, c'est advocacy, c'est le militantisme, c'est défendre ce qui nous tient à cœur. Une partie de la défense de ce qui nous tient à cœur consiste à utiliser tout privilège que nous pouvons avoir pour amplifier les voix de ceux à qui la société refuse la parole. Utiliser notre privilège pour amplifier les voix de ceux à qui la société refuse la parole. Je continue.
Une partie de l'activisme consiste à organiser des groupes de personnes pour exiger les changements nécessaires. Les deux expriment un non sain et nécessaire, souvent accompagné d'un oui retentissant. Par exemple, à un objectif politique concret, comme l'assurance maladie pour tous aux États-Unis, ou la justice attendue depuis longtemps dans les Premières Nations au Canada. Ces deux A bonus ne sont pas et ne peuvent pas être des poursuites individuelles. Et c'est pour ça que je suis au podcast avec vous ce matin. Je veux amener ma guérison à un niveau collectif. Je ne veux pas vivre ma guérison de la douleur chronique comme un défi et une quête individuelle. Je veux l'amener à quelque chose de plus collectif qui me dépasse. Et ça va passer, entre autres, par le militantisme. Dans mon cas, qui va être orienté vers le militantisme de « on peut-tu prendre soin les uns des autres, tabarnouche ». Donc, Gabor Maté présente dans ce chapitre 33 une étude de cas où il va, dans le fond, relater un peu l'histoire d'une activiste. Puis je vous lis ça carrément comme c'est écrit là. Il montre que l'activisme, c'est pas une distraction de la guérison, mais au contraire, son moteur principal. En se basant sur... en se battant pour quelque chose de plus grand que soi, on retrouve la force de rester en vie. Et dans le cas de la personne que je vais vous présenter, rester sobre. Donc, je vous lis l'histoire de Nan Goldin aux États-Unis, tirée du livre The Myth of Normal, chapitre 33. La photographe Nan Goldin, dont nous avons évoqué l'addiction aux opiacés au chapitre 15, a mené plus qu'une lutte privée pour son rétablissement. Elle s'est engagée dans un activisme à la fois personnel et collectif contre Purdue Pharma. S'il y en a qui sont intéressés par ça, là, c'est Charles qui parle, il y a un documentaire Netflix qui retrace les ravages de Purdue Pharma aux États-Unis, qui, dans le fond, ont été au cœur d'une crise des opioïdes en développant, puis là, vous comprenez que ça me touche, là, un médicament opioïde qui, eux autres, disaient « Ah oui, mais ça ne crée pas la dépendance, ce médicament opioïde-là, les taux de dépendance sont très faibles, tout ça. » Alors qu'en réalité, ça l'a... en tout cas, allez écouter le documentaire, vous allez comprendre. La société qui a contribué à générer la crise des surdoses d'opioïdes qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Là, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est le médecin Gabor Maté dans son livre. Donc, c'est Charles qui parle. Nan Goldin, c'est une photographe, elle-même avait une addiction aux opioïdes et dans son processus de guérison, est venu un moment où elle s'est dit, pour continuer ma guérison, il faut que ma quête de guérison devienne un mouvement collectif de militantisme contre Purdue Pharma. Je retourne au texte. Purdue a engrangé de vastes profits grâce à son médicament Oxycontin, qu'elle a commercialisé comme un analgésique opioïde moins addictif en supprimant les preuves du contraire. Les amis de Goldin, au AA, les alcooliques anonymes, lui avaient déconseillé de rendre son combat public, disant que cela détruirait sa sobriété. Et là, c'est une citation, c'est elle qui parle. « Il s'est avéré que c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait », m'a-t-elle dit. Donc, on comprend ce qui arrive. Elle avait une dépendance aux opioïdes, elle avait des cercles d'alcooliques anonymes, puis elle a dit aux autres, « Hey, moi j'ai envie de faire mon combat de guérison contre les opioïdes puis l'alcool, un combat public, en me prononçant publiquement contre Purdue Pharma puis tout ça. » Puis ses collègues ont dit, « Ah, je pense que c'est pas une bonne idée, ça pourrait être dur pour ta sobriété, tu sais, toute
ce stress-là associé à amener ton combat public. Puis tabarouette, finalement, c'était le meilleur move qu'elle ait fait de sa vie. On continue. Je retourne au texte. Sa croisade particulière a été dirigée contre les Sacklers, la famille qui contrôle Purdue Pharma. La renommée de Golden en tant qu'artiste lui a donné une plateforme pour lever son étendard, d'autant plus que les Sacklers ont cultivé une réputation de mécènes des arts. Là, c'est elle qui parle. « Je connaissais leur nom pour être allé dans des musées, a-t-elle dit, et je les ai toujours considérés comme des philanthropes d'art bienveillants avec beaucoup de goût. Une autre désillusion salutaire, ai-je pensé. Et puis j'ai découvert, a poursuivi Golden, leur implication dans la crise des opiacés, leur profit sur la souffrance de centaines de milliers de personnes, leur insensibilité totale et leur inhumanité. » Là, c'est Gabor qui parle. Alimentée par l'indignation face à ce qu'elle a découvert, Golden a incité certains des musées les plus prestigieux du monde, dont le Met à New York, à cesser d'accepter l'argent des Sacklers et à éliminer leur logo d'auto-blanchissement de leurs bâtiments. Auto-blanchissement, ce qu'elle veut dire par là, c'est peut-être moi qui l'ai mal traduit, là, mais c'est de se blanchir leur conscience. C'est comme si les Sacklers essayaient de redorer leur image, là, ce qu'on appelle du whitewashing, le greenwashing, c'est de dire je vais me créer une sorte d'image verte comme compagnie alors que je peux polluer énormément. Shell, par exemple, fait ça. Ils font du greenwashing. Puis le auto-blanchissement, ça doit être le whitewashing, ça doit être d'essayer de nettoyer son image de personnes qui ont contribué à la mort de centaines de milliers de personnes en mettant leur logo sur des musées. Bon. Fait elle a convaincu des musées, dont le Met à New York, d'enlever leur logo d'auto-blanchissement de leurs bâtiments. Le Sackler Institute of Graduate Biomedical Sciences de la faculté de médecine de NYU a également abandonné le nom de la famille. Fait que vous comprenez que le New York University avait une faculté ou un institut de recherche biomédicale qui s'appelait carrément Sackler Institute. Et elle a convaincu la photographe, par son militantisme, l'université NYU d'enlever le nom des Sackler de leur faculté de recherche médicale. Wow! On retourne au texte. J'ai demandé à Golden pourquoi elle considérait sa décision de s'engager dans l'activisme public comme le meilleur choix qu'elle ait jamais fait. Sa réponse témoigne des bienfaits pour la santé des deux A ajoutés, activisme et, le plaidoyer en français. Vous avez besoin de quelque chose de plus grand que vous-même, a-t-elle répondu sans hésitation. Pour moi, ce qui est plus grand que moi, ce sont les autres personnes qui souffrent. Et c'est une situation que je peux aider à rectifier. La politique de ce moment est plus grande que n'importe quel individu. La façon dont le monde est en ce moment, c'est plus grand que nous tous. Essayer de trouver un moyen d'avoir un impact là-dessus, c'est mon pouvoir. C'est pourquoi je me bats. Cela m'aide à rester sobre. Comme Golden l'a découvert, se dresser contre un système toxique peut nous aider à trouver un endroit où nous tenir debout à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis très inspiré par ce chapitre de livre parce que je suis une personne qui, depuis toujours, a une très forte tendance à cultiver une image de gentil garçon, une image de quelqu'un qui reste dans sa traque, qui ne veut pas déranger. Puis en fait, c'est vrai, c'est pas juste une image, je ne veux pas déranger. Et
de quelqu'un qui veut comme pas faire de vagues, tout ça. J'ai envie de cultiver plus mon côté rebelle d'une manière intentionnelle, d'une manière cohérente, pas juste aller faire n'importe quoi, pitcher des œufs devant un concessionnaire Tesla, là, mais quelque chose de plus subtil qui est de porter ma voix, puis en fait même pas la mienne, amplifier les voix de d'autres personnes qui ont moins de voix, mais qui ont des choses tellement importantes à dire pour s'affirmer, se solidifier, s'ancrer dans une défense de nos droits. Et c'est un usage de la force. Ça ne sera pas dans la douceur, ça va être dans la force. Ben, les deux ne s'opposent pas nécessairement, mais ça ne sera pas dans la mollesse, ça c'est sûr. Ça va être dans la force. Et moi, ça me fait peur d'un fois d'utiliser la force pour protéger, parce que l'usage protecteur de la force peut quand même demander parfois de s'opposer à certaines personnes, et de le faire en conscience, et de le faire avec intention, et de le faire non pas pour faire mal à l'autre, mais pour protéger. Donc, je suis en réflexion par rapport à ça, mais certainement, tu sais, on brainstorm là. Dans les prochains temps, j'aimerais créer des groupes à Québec où on peut se rassembler, puis un peu vibrer ensemble sur à quel point il y a des horreurs dans le monde présentement qui se passent, se donner un peu d'écoute par rapport à ça, puis se motiver tranquillement à avoir une voix un peu plus ferme dans la protection de nos droits, dans la protection de nos besoins, puis comme mettre nos voix ensemble pour les amplifier. Fait qu'il y a quelque chose à travers ça. En fait, je parlais avec une amie dans les dernières semaines, puis on se disait, ce qui est touché, c'est comme que le militantisme classique, et on peut le lire dans le livre, par exemple, Full Spectrum Resistance. Bon, fait que dans certains livres, ouvrages sur le militantisme classique, le fait d'antagoniser l'autre, par exemple, pendant la crise étudiante de 2012, le fait d'antagoniser Jean Charest, c'est une tactique militante fondamentale. Pour motiver les troupes, il faut créer une image d'ennemi de l'adversaire. C'est ça qui mobilise les troupes. D'être ensemble, unis dans la haine de l'autre, c'est mobilisant. Et c'est quelque chose qui est très classique dans tout ce qui est militantisme. Cela dit, moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait de créer une image d'ennemi de l'autre. Ben, je ne sais pas que je suis mal à l'aise, mais c'est clairement pas dans ma nature. Et aussi, je pense que parfois, ça mène à des raccourcis intellectuels. Puis ça fait que la lutte en nous ne part pas nécessairement exactement de la place qui va être la plus saine, puis qui va nous permettre de rester dans la lutte longtemps avec pérennité. Parce que si on part à partir d'une zone de haine, ça met notre système nerveux dans un état, j'ai l'impression, qui peut être très usant pour nous à long terme. Fait que c'est de trouver cette fine ligne pour moi où ma manière de contribuer au mouvement militant, ça ne sera pas d'être dans une création d'image d'ennemi de l'autre. Je ne dis pas que c'est mauvais, là, mais dans le full spectrum de résistance, il y a de la place pour toutes les stratégies de résistance. C'est ça que ça veut dire le livre Full Spectrum Resistance, c'est de dire il y a de la place pour les gens qui écrivent des chroniques dans les journaux, il y a de la place pour les gens même qui font sauter des ponts parfois. Là. Je veux dire, historiquement, il est arrivé qu'il y a des mouvements sociaux qui faisaient souffrir des millions de personnes qui ont avancé notablement par des actions violentes. On n'ira pas dans le fond de ça un matin, mais je veux dire, c'est très subtil et très complexe, la largeur du spectre de la résistance. Et moi, c'est sûr que je n'irai pas du côté poser des bombes, mais j'ai envie de ne pas être non plus uniquement du côté où je dis, là, il faut prendre soin les uns des autres. Là, c'est important de prendre soin les uns des autres. Puis
C'est pas mauvais non plus, c'est important ça aussi. Mais j'ai envie d'aller me positionner à quelque part entre les deux, qui est d'oser avoir une voix qui affirme à quel point j'ai en moi une colère et une part de moi qui trouve ça dégueulasse. Par exemple, où les États-Unis s'en vont présentement, mettons. Mais le faire sans aller dans la création d'une image d'ennemi, sans avoir à haïr. Comment s'opposer avec fermeté, comment faire valoir ses valeurs avec fermeté et avec force, sans haïr. C'est ça que je veux explorer. Fait que, on va se reparler de ça. Puis préparez-vous bientôt, il y a des petites soirées qui vont commencer à s'organiser à Québec dans cette direction-là, de comme militantisme ferme et bienveillant. Fait qu'on va regarder ça. Je suis pas le premier à penser à ça, là. On s'entend qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà pensé à ça. Fait que je vais juste être une personne de plus qui va mettre ses mains à la pâte dans cette direction-là. Puis j'ai une demande à vous faire. Puis je vais vous dire le sens de cette demande. Ça me motive beaucoup quand je reçois des commentaires par rapport à mes podcasts, quand les gens me partagent qu'est-ce que ça leur fait d'écouter mes podcasts, quand les gens me partagent quels besoins sont nourris, quelles pensées ça leur amène, quelles impulsions viennent de l'écoute de mes partages. Ça me motive beaucoup, puis ça me donne de la drive pour continuer. Puis, si vous avez envie de contribuer à ce niveau-là, ça me ferait vraiment du bien, puis ça me donnerait de la drive. Pour contribuer à ma drive, allez sur charlesauguste.com/podcast. Charles Auguste, avec un trait d'union entre les deux, Charles, trait d'union, auguste.com/podcast. Puis vous allez voir, il y a un bouton visible, donner du feedback, donner des commentaires. Cliquez là-dessus, donnez-moi vos commentaires. Puis vous pouvez me dire aussi dans le formulaire, est-ce que vous êtes à l'aise que je les lise sur le podcast? Puis vous pouvez cocher, je les lise en disant votre nom ou anonymement. Fait que vous pouvez donner des commentaires que juste moi, je vais les avoir, puis je ne pourrai pas les lire sur le podcast, puis déjà, ça va me nourrir. Vous pouvez en donner que je vais lire sans vous nommer, puis vous en donner que je vais lire en vous nommant. Je ne m'engage pas à lire tous les commentaires, là, mais je m'engage... En fait, c'est pas vrai. Je m'engage à lire tous les commentaires, mais pas à tous les mettre dans le podcast. Fait que je m'engage, je vais tous les lire avec attention. Je vous promets, je vais lire tous les commentaires avec attention et je vais en lire certains carrément sur le podcast. Fidez-moi. J'ai envie que le podcast, à partir de maintenant, soit pas juste one way. J'ai parti ça one way, là, mais éventuellement, je veux que ce soit en réalité un dialogue. Fait que venez me fider, charlesauguste.com/podcast, puis on continue ça ensemble. J'ai des belles des belles surprises pour vous autres. Vous allez voir que ce ne sera pas un podcast classique où c'est juste moi qui lis un petit peu des petites phrases que j'ai lues dans des livres. On s'en va vers quelque chose de plus incarné, de plus mobilisé, de plus militant. Vous écoutez le podcast Prendre soin avec Charles Auguste. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je vais respirer un peu parce que vous aurez remarqué que quand je parle de quelque chose qui me touche comme ça, des fois j'ai tendance à parler plus vite puis respirer moins. Fait que je vais me pratiquer. Je vais me pratiquer à essayer de respirer plus. Je vous finis ça avec un petit peu de musique encore. Parce que tout peut péter demain, j'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance.
J'ai eu la mine basse et foiré dans mon lit, le marathon qui passe, mais moi je reste ici. J'aurais tellement voulu souvent une main d'un cheveu. Take care.